Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Credo Lending pour présenter des beaux projets, pour donner des idées afin que vous puissiez donner du sens à votre épargne. Nous sommes dans cette fin d'année à l'aube de l'Avent qui va bientôt commencer ce dimanche et nous sommes ravis d'accueillir Madame Morel. Bonjour Madame Morel. Bonjour. Madame Morel qu'on avait déjà rencontrée cette année avec son beau projet CAP Habitat Coopératif. Et donc, Madame Morel revient avec un nouveau projet. Vous allez voir dans le même giron de l'habitat coopératif, des coopératives d'habitants, avec cette foncière Terre Habitée que Madame Morel va nous présenter. Madame Morel en est la présidente de la société qui gère cette foncière Terre Habitée. Donc, voilà, double fonction, très impliquée, Madame Morel, dans ces coopératives d'habitants. Et donc, on est très content de vous accueillir de nouveau pour ce webinaire. Et donc, sans plus attendre, nous allons commencer et entrer dans cet univers de cet habitat bien commun qui nous inspire chez Credo Lending particulièrement. Madame Morel, je vous laisse d'abord vous présenter quand même en quelques mots, et puis on peut commencer la présentation avec joie. Je vous remercie. Et puis, tout d'abord, je tiens également à remercier Credo Funding et Credo Lending pour cet accompagnement sur ce nouveau projet. On avait eu un beau partenariat pour CAP Habitat Coopératif au printemps. Et donc, je suis très, très heureuse de pouvoir être là de nouveau et présenter du coup ce projet de foncière. Donc, pour ma part, cela fait maintenant plus de 15 ans que je travaille dans le mouvement des coopératives d'habitants. J'y suis très impliquée. C'est un domaine qui me permet de trouver beaucoup d'humain, de sens dans mes actions et dans le respect des personnes, des individus et de son environnement. Voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour Terre Habitée, la foncière, qui va nous permettre de faciliter l'émergence des coopératives d'habitants. Formidable. Vous allez voir, en effet, j'en rejoins totalement, la personne humaine est au cœur du dispositif et c'est ça qui est inspirant. Donc, Terre Habitée, alors il est vrai que c'est une société que nous avons créée il y a de cela un peu moins d'un an, puisqu'elle date de janvier. Et donc, en fait, à la base, c'est un collectif constitué de personnes accompagnatrices comme moi-même et de personnes militantes impliquées dans le mouvement des coopératives d'habitants qui ont réfléchi à comment justement faciliter l'émergence de ces coopératives, puisque maintenant on le sait, ça fonctionne, on a des personnes qui sont très intéressées, le mouvement se développe, vous allez le voir rapidement tout à l'heure, et donc on a souhaité poser ensemble la raison d'être de la société. Pourquoi on voulait vraiment créer cette foncière et de quelle façon? Et donc, la première chose, ça a été de se dire que tout simplement, le logement est un droit fondamental. Et donc, pour cela, il faut créer des outils qui soient accessibles à tous en termes de compréhension, de philosophie et qui soient fonctionnels et très transparents dans leur fonctionnement. Donc, Terre Habitée est conçue par et pour les habitants, vous allez le voir ensuite dans son fonctionnement, et donc permet l'appropriation collective de foncier. Donc, elle s'adresse à des coopératives d'habitants qui permettent la création d'habitats à valeur coopérative, valeur d'usage coopératif, écologique et déconnecté du marché. Donc, notre mission, c'est acquérir en fait des terrains, des fonciers bâtis pour ensuite les proposer à travers des baux amphithéotiques. Donc, ce sont des baux qui permettent sur de longues durées, donc dans le droit français, c'est 99 ans le maximum, de permettre l'usage de ce foncier ou de ce bâti à une coopérative. Alors, les bénéficiaires, on en parle déjà dès le début, ce sont des coopératives d'habitants. Alors, pourquoi des coopératives d'habitants? Eh bien, la première raison qui amène à cela, c'est qu'il faut que les bénéficiaires, donc sociétés, aient la possibilité d'être pleinement autonomes et responsables en termes de prise de décision. Et vous allez voir, les coopératives d'habitants répondent pleinement à cet enjeu, puisque derrière, il y a un engagement dans la durée de la société coopérative. Donc, c'est une vraie philosophie, c'est une vision que les sociétés vont avoir.
Donc, les coopératives d'habitants, ce sont à la base des personnes, voilà, des personnes qui vont se regrouper et qui vont se définir un projet social qui va se concrétiser par la construction d'un immeuble. Mais le vrai projet, c'est les personnes qui vivent dans l'habitat et comment elles vivent. Aujourd'hui, on voit que sur le territoire national, on a plus de 100 projets qui soit existent, soit sont en chantier, soit en conception. On le voit, il y a des projets bien sûr dans les zones tendues, comme c'est le cas sur Lyon, sur Paris, sur Montpellier, voilà, mais également en milieu rural. Donc, c'est une réponse qui va permettre de développer des solutions sur les territoires en fonction des problématiques et bien sûr en fonction des personnes. C'est intéressant parce que ça sème partout, hein. On voit bien il y a peu de zones quand même pour l'instant où il n'y a rien du tout. Oui. Et puis c'est vrai que souvent on voit qu'il y a un ou deux projets qui émergent et là ça rassure en fait. Il y a un grand discours aussi à avoir auprès en particulier des collectivités pour les questions foncières. Mais les collectivités sont très sensibles à ces projets qui permettent de garantir du logement non spéculatif dans la durée. Donc ça c'est important aussi en termes de clarification et de présentation. Et donc, les coopératives d'habitants, c'est vraiment un modèle qui s'inscrit pleinement en fait, dans le système coopératif. D'ailleurs, Avicop, la Fédération française des coopératives d'habitants, est membre de COPFR, donc du réseau de l'ensemble des coopératives, que ce soit les coopératives agricoles, maritimes, bancaires, etc. Et donc, à ce titre, bien sûr, elles s'engagent, les coopératives, dans les valeurs portées et donc qui se traduisent principalement pour les coopératives d'habitants à travers 3 valeurs principales. La première, donc, c'est la propriété collective, c'est-à-dire que les habitants ne seront jamais propriétaires individuels de leur logement. Par contre, ils sont collectivement propriétaires de l'immeuble, ce qui veut dire qu'ils vont avoir un vrai souci eh bien, de l'état du bâti, puisque c'est collectivement eux qui le gèrent et qui l'entretiennent. La deuxième valeur, c'est la non-spéculation ou déconnexion du marché. C'est-à-dire que les personnes habitantes vont souscrire des actions et la valeur de ces actions, eh bien, elle va être indépendante de la valeur du bien immobilier. Et donc, à ce titre, en fait, il n'y aura pas d'augmentation de la valeur de ces actions au moment où, comme on le voit aujourd'hui, l'immobilier croît de façon exponentielle. Donc, ça permet, en fait, l'objectif derrière cela, c'est que ça permet aux autres personnes qui vont souhaiter entrer dans la coopérative d'avoir un accès raisonnable à un logement, puisque c'est vraiment l'élément essentiel recherché par les habitants. Et la troisième partie, c'est la question de la démocratie. On est sur un modèle où une personne égale une voix, et ce, quelle que soit la superficie du logement et quel que soit le nombre d'actions détenues. Donc ça aussi, c'est important. Ça permet à l'humain de trouver toute sa place dans la coopérative d'habitants et de pouvoir se développer. On est vraiment sur quelque chose où on ne parle pas d'argent pour se positionner, mais on parle vraiment de la relation humaine et de ce que l'on peut apporter. On est sur des outils qui permettent un développement personnel et collectif très riche. Et donc, quand on traduit plus concrètement eh bien, la place du coopérateur dans la coopérative, donc, comme on le voyait, les coopérateurs sont collectivement propriétaires de l'immeuble, donc ils détiennent les actions ou parts sociales de la société coopérative, et donc ils vont être pleinement impliqués en tant qu'associés. Voilà, donc c'est eux qui vont prendre toutes les décisions, et comme je le disais au début, c'est important lorsque l'on s'engage dans une vision aussi volontariste qu'aller vers de l'habitat bien commun. Et le deuxième point, bien, c'est qu'en tant qu'usager des logements et des espaces communs, puisque dans tout le travail que l'on mène avec eux, il y a toute une réflexion d'optimisation des espaces, de réflexion sur les besoins réels que nous avons en termes d'habitat, eh bien, ils vont, pour permettre à la coopérative de fonctionner, verser ce que l'on appelle une redevance mensuelle dont la somme des redevances, en fait, versées par les coopérateurs, va permettre à la coopérative d'équilibrer son modèle économique. On va le voir juste après. Donc, cette redevance, elle comprend une part loyer et une part épargne. Voilà. L'idée étant que lorsque le coopérateur ou la coopératrice quitte
la société coopérative, eh bien, elle repart avec une petite épargne qui lui permet de retourner vers le marché, puisqu'on le sait, on aura de plus en plus de coopératives, mais on peut avoir la volonté d'aller vers un autre système que le système coopératif. Alors, j'ai perdu ma souris. Tac. Et donc, comme je l'expliquais, d'un côté, la coopérative qui est propriétaire de l'immeuble et donc qui a contracté les emprunts va avoir un ensemble de charges, donc en particulier les remboursements d'emprunts, mais toutes les charges liées au propriétaire, la taxe foncière pour le bâti, etc. Et dans le modèle, pour le sécuriser, nous avons également prévu des provisions pour les travaux ultérieurs. Ça, c'est important aussi pour bien comprendre que le principe « une personne égale une voix », eh bien, il peut se traduire concrètement, puisque lorsqu'il y a des travaux à réaliser, de gros entretiens, grosses réparations, la coopérative a l'argent en caisse. Elle a les moyens de faire les travaux. Elle n'a pas besoin de faire des appels de fonds comme dans une copropriété. Et donc, à partir de là, le principe « une personne égale une voix » peut tout à fait se dérouler sereinement. C'était ça aussi l'enjeu de trouver, de définir ce modèle économique qui permette vraiment d'avoir une application réelle de ces principes. Et donc, en face, nous avons donc les redevances, ce sont donc les apports mensuels réalisés par les coopérateurs qui vont permettre d'équilibrer les charges de la société coopérative. Donc ça, c'est en fait le fonctionnement d'une coopérative d'habitants est quelque chose de très simple. C'est uniquement des sorties liées aux charges de la société dans le fonctionnement et des entrées d'argent qui sont les redevances. Donc là, on détaille un petit peu plus justement, peut-être pour vous faire présenter un peu la place du foncier, puisque le foncier, qui est quand même l'objet de Terre Habitée, le foncier prend une part importante au niveau du remboursement de l'emprunt, puisqu'on voit aujourd'hui que ça correspond, le foncier, à environ de 30% du prix global d'une opération. Donc, vous imaginez que cette acquisition foncière est quelque chose qui va peser au niveau des redevances. Donc, si on diminue les remboursements d'emprunt, le montant de l'emprunt, donc les remboursements d'emprunt, eh bien, on va de fait diminuer les redevances par rapport à notre modèle d'équilibre de la balance. Donc, c'est vraiment là-dessus que Terre Habitée vient soutenir et faciliter l'émergence des coopératives en permettant de diminuer donc l'impact du foncier au niveau direct des redevances, et ce, dès la création de la coopérative. Et cela, donc, pendant 99 ans, puisque la durée du bail emphytéotique signé par la coopérative d'habitants avec Terre Habitée sera de 99 ans. Alors, pour terminer sur les coopérateurs, c'est une question que l'on a souvent, c'est que se passe-t-il lorsqu'une personne souhaite quitter la coopérative? Parce qu'effectivement, on entre librement dans une coopérative et on en sort aussi librement et facilement. C'est un des enjeux de ce fonctionnement. Donc, lorsque l'on entre dans une coopérative, eh bien, on va s'engager, on va devenir associé et on va donc signer un des statuts de la société coopérative et donc s'engager à verser la redevance. Et lorsque l'on s'en va, eh bien, on va demander le remboursement des actions ou parts sociales que l'on avait souscrit en entrant et on va demander le remboursement de la part épargne. Donc, la valeur des parts sociales va tout de même être indexée, alors ce qu'on appelle à la valeur de l'argent. C'est-à-dire que, voilà, si vous placez 20 000 € dans la coopérative, eh bien, au bout de 10 ans, vos 20 000 € initiaux, il faut bien évidemment tenir compte de l'évolution de l'argent. Donc, c'est ce que l'on a appelé l'augmentation du coût de la vie. Donc, c'est bien l'inflation. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de révision des loyers, pour être plus précis. D'accord. L'indice, OK. Qui est défini par l'État. Oui, tout à fait. Et donc, pour que la coopérative puisse rembourser, donc en fait, eh bien, l'entrant va lui-même souscrire les actions, ce qui va permettre à la coopérative de rembourser le sortant. C'est très, très simple comme principe. On allège également tout ce qui va être charge en termes d'actes, puisque tous les actes se font sous seing privé. Donc, on n'a pas d'actes notariés qui viennent augmenter en fait le coût de l'entrée dans la coopérative.
Voilà, donc en fait, les coopératives, c'est un modèle qui se développe, qui est encore peu connu à l'échelle des habitants de la France, mais qui est bien, on le voit, hein, très connu en Suisse, au Québec, en Allemagne, en Italie. Mais c'est un système qui est sécurisé et qui permet vraiment aux habitants, et ce, quel que soit leur revenu, d'entrer dans la coopérative. Vous parliez de la Suisse, mais le chiffre est quand même assez incroyable. C'est 20% du parc immobilier, c'est ça, Oui, qui est en coopérative d'habitants, ce qui est quand même un chiffre impressionnant. tout à fait, oui, oui, oui. En Suisse, ça s'est bien développé, ça se développe très, très bien, toujours très, très bien. C'est fortement soutenu par les collectivités, en particulier dans les grandes villes comme Genève, Zurich, où il y a une vraie volonté. À Zurich, il y a des quartiers entiers de coopératives. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Mais bon, ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus et qu'ils œuvrent en ce sens. Donc revenons maintenant, si vous le voulez bien, sur Terre Habitée, puisqu'on a bien vu les bénéficiaires et le fonctionnement de ces sociétés coopératives. Et donc, Terre Habitée, donc société qui, je le rappelle, achète donc du foncier et du bâti pour ensuite le proposer en bail emphytéotique à une société coopérative. Alors, en contrepartie, la coopérative, elle, va s'engager également vis-à-vis de cette vision, cette volonté qui est portée d'aller vers de l'habitat bien commun. Et donc, pour cela, eh bien, elle va ouvrir ses statuts à l'association Habitat Bien Commun. Alors, Habitat Bien Commun, c'est une association qui est membre de la gérante de la société Terre Habitée et qui porte vraiment cette volonté de soutenir et de faire reconnaître à l'échelle nationale l'habitat bien commun. Et donc, l'association souscrit une action et c'est uniquement afin de s'assurer que dans la durée, la vision, la philosophie de la société reste bien celle d'aller vers de l'habitat bien commun, qu'il n'y a pas de risque de changement là-dessus. Et qu'est-ce qu'on entend par cela? Eh bien, on entend par l'habitat bien commun que la coopérative eh bien, diminue dans la durée la partie épargne pour aller vraiment vers un système purement locatif. Donc ça, c'est tout à fait possible, on le voit. Hein, par exemple, le village vertical, qui est la première coopérative de Villeurbanne créée en 2013, a déjà volontairement cette démarche et donc s'engage vers un système de fraction uniquement locatif. La deuxième chose, c'est que les coopératives, donc même avec Terre Habitée, bénéficieront tout de même de prêts sur des longues durées de 40 ans pour les travaux du bâti. Et donc, on sait qu'à la 41e année, il n'y a plus d'annuité d'emprunt à rembourser. Et donc, nous demandons à Terre Habitée que la coopérative, à ce moment-là, s'engage à rembourser les épargnes qui seraient encore dues et bien sûr les actions sauf une. Et ce, afin de permettre l'entrée dans la coopérative pour des parts sociales bien moindres, hein, des montants bien inférieurs. Ce qui permet derrière d'avoir une coopérative purement locative avec un droit d'entrée sous forme d'une part sociale. Et on sait aussi que lorsque ces emprunts sont finis, eh bien, les charges de la coopérative diminuent et donc les redevances vont toujours diminuer. Donc, c'est là où on dit on va vraiment vers de l'habitat bien commun, puisque les personnes qui iront vivre dans les coopératives eh bien, ne paieront que ce qui est nécessaire. Il n'y aura plus de liaison en fait, par rapport au marché. On sera sur un système totalement indépendant. Donc, c'est vraiment en ce sens-là que l'on dit eh bien, la coopérative permettra d'avoir un coût lié au coût d'usage réel. Voilà. Ouais, donc en réalité, les loyers sont extrêmement bas. Oui, tout à fait. Puisqu'on le voit, au bout de 10 ans, le village vertical, il y a un écart de 30% par rapport au marché. Et simplement parce que le marché, lui, a cru, alors que la coopérative, elle, n'a pas eu besoin d'augmenter ses redevances, étant donné que ses propres charges n'augmentaient pas. Voilà. Donc, c'est très concret. On est vraiment sur quelque chose on le sait, de réel et voilà, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. L'accès au logement est là incarné totalement. Oui, exactement.
Et donc, pour Terre Habitée, donc on a réfléchi sur vraiment un outil qui soit très transparent, comme je le disais au début, hein, très simple et qui minimise tous les coûts. Donc, notre volonté a été de dire que Terre Habitée ne faisait qu'une seule chose, c'est d'acheter du terrain et du bâti et de le proposer à bail. Et c'est tout. Donc, l'intérêt, c'est que ça diminue toutes les charges, bien sûr, de la société, ça les minimise, mais on est vraiment sur quelque chose où on va tendre vers un prix le plus bas possible, que l'on va bien sûr aussi essayer de étaler dans le temps, puisqu'on commence à négocier des prêts sur 80 ans avec la Banque publique d'investissement, donc ce qui permettra bien sûr de diminuer les annuités d'emprunt et donc l'impact direct auprès des coopératives. Donc, le modèle, c'est une société en commandite par action. Donc, ce sont des sociétés qui sont assez peu connues, mais dont le fonctionnement est très simple. Vous avez 2 types d'associés. Donc, le premier associé, c'est le commandité, donc c'est le gérant qu'on a déjà évoqué préalablement. C'est lui qui va justement s'occuper du bon fonctionnement de la société, donc s'assurer voilà, de sa gestion, de ses ressources financières, de ses capacités financières, des levées de fonds avec Credo Funding, des relations, etc. Donc, le commandité est constitué aujourd'hui de 2 entités. Donc, Cap Habitat Coopératif, donc la société que je porte, qui est une SAS, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc qui accompagne des coopératives, et l'association Habitat Bien Commun, qui, comme je le présentais tout à l'heure, est une association qui porte vraiment la volonté d'aller vers de l'habitat bien commun. Donc, le commandité est là pour gérer. De l'autre côté, autre associé, eh bien, vous avez les commanditaires. Et donc, les commanditaires, ce sont les personnes qui vont soutenir financièrement la société Terre Habitée. Donc, ça peut être vous, tout simplement, qui prenez une action, 2 actions, qui allez entrer en tant que commanditaire dans la société. Voilà. Donc, ensemble, entre le commandité gérant et les commanditaires, eh bien, on va, par Terre Habitée, acheter les terrains ou du bâti, loué, et derrière, le proposer à travers un bail emphytéotique, donc par un acte notarié, bien sûr, qui va engager les 2 sociétés sur 99 ans. Voilà, c'est simple, c'est transparent. Et ensuite, alors en tant que commanditaire, qu'est-ce qu'on va potentiellement attendre de vous aussi? Eh bien, il y a des assemblées générales annuelles, hein, comme toute société. Et donc, vous pourrez à ce moment-là contribuer au sujet de développement de la société, enrichir par votre présence et votre énergie eh bien, tout ce qu'on souhaite porter et cette vision que l'on souhaite instaurer le plus largement possible. Alors, Madame Morel, ce qui est intéressant, c'est que la foncière Terre Habitée va acquérir du foncier auprès de quelle partie prenante, principalement? On se rend compte que allez-y, parce que c'est un élément qui est assez important et singulier, je trouve. Alors, en fait, le foncier est un des grands sujets hein, pour les coopératives d'habitants. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on développe surtout des projets eh bien, dans les métropoles ou auprès de territoires qui sont ouverts aux coopératives. Et donc, pour cela, par exemple, la métropole de Lyon propose du bâti dans le cadre de zones d'aménagement concerté. Donc, c'est des grosses zones d'aménagement qui sont définies. Et donc, ça permet à la coopérative, donc là, ça permettra à Terre Habitée d'acheter le foncier à ce qu'on appelle à des prix variables en fonction du public cible. Donc, on va avoir des prix qui vont tenir compte de la dimension sociale, mais aussi de la dimension mixité, puisqu'on va avoir certains mètres carrés qui seront plus chers que d'autres. Donc, ça, c'est bien sûr une des ressources en termes de foncier. Mais l'autre, c'est tout simplement aussi le marché. Le marché, voilà, quand quelqu'un vend un bâti ou un foncier, donc Terre Habitée pourra se positionner pour acquérir, ce qui permettra eh bien, de développer des coopératives qui aujourd'hui ne peuvent pas se faire puisque les coopératives, bien souvent, n'ont pas les capacités financières hein, au moment où il faut acheter pour le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, Terre Habitée sera un véritable bras de levier pour faciliter l'émergence des coopératives et ce, sur tous les territoires. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Ah, attendez.
j'ai perdu. Voilà. Et donc, j'ai repris le schéma que vous pouvez trouver aussi sur la plateforme Credo Funding, parce que je trouve qu'il est très intéressant. Il permet vraiment eh bien, d'avoir une vision complète de la foncière par rapport à la coopérative, avec vous, votre positionnement en tant qu'investisseur, donc commanditaire, le commandité, la foncière qui est là pour acquérir, les terrains ou les logements et qui va les louer à la coopérative, laquelle, elle, va financer des travaux de rénovation ou de construction en allant mobiliser en tant que coopérative des prêts bancaires, donc on a évoqué, et en fonctionnement, en mobilisant ses associés, donc qui vont verser les redevances. Donc on voit clairement le lien entre et l'impact entre la personne qui verse mensuellement donc sa redevance, donc le coût qu'elle va payer, et la foncière qui, elle, intervient bien avant, bien en amont du projet de la coopérative. Donc, je trouve que c'est une belle vision globale. Voilà. Hop. Il nous reste… voilà. Et donc là, pour clore, je vais vous présenter très rapidement la société Shabada, donc notre premier bénéficiaire, hein, pour lequel nous réalisons cette levée de fonds. Donc, qui est une coopérative pour seniors située dans le 8e arrondissement de Lyon. Donc, c'est un bâtiment existant qui est à réhabiliter, petit immeuble de 3 logements, avec création d'une petite extension de 3 logements également. Voilà, donc le chantier doit démarrer l'année prochaine, dès que la levée de fonds sera finalisée. C'est agaçant, j'ai mon écran qui est juste devant. Voilà. Et puis rapidement, les projets à venir, puisqu'on a déjà des demandes, en particulier vers Poitiers, et aussi bien sûr sur la métropole de Lyon, au niveau de la ZAC des Girondins, un projet de 30 logements qui avance bien. On va déposer le permis prochainement. Et la ZAC de la Solée, donc le projet comme un immeuble à Oulin, où là, ils viennent de recruter, donc de choisir leur maîtrise d'œuvre, et on attaque l'opérationnel. Voilà. Donc, des projets plutôt en zone urbaine pour l'instant, mais on espère un développement aussi sur tous les territoires, également en ruralité. Quelles sont les typologies de personnes qui embarquent dans ces coopératives d'habitants? Est-ce que vous qui avez on va dire une vision un peu à 360 degrés, vous retrouvez un peu toujours le même profil ou c'est très éclectique? Comment vous voyez votre œil aujourd'hui? Alors, en fait, au début, tout au début du mouvement, on était vraiment sur des personnes qui étaient plutôt militantes parce que, voilà, c'était tout nouveau. La première coopérative, le village vertical, c'est 10 foyers, c'est très, très peu. En fait, petit à petit, le mouvement s'est développé. Les gens ont trouvé que les coopératives étaient des outils, en fait, qui étaient voilà, très, très humains, à la fois réalistes, pragmatiques et humains, intégrant l'humain dans le fonctionnement. Et je dirais que c'est un peu l'effet boule de neige, c'est-à-dire que plus on en parle, et bien plus on a de personnes qui sont intéressées, et aussi plus on arrive à emmener avec nous des collectivités, enfin des acteurs importants qui vont débloquer en fait les situations. Et pour cela, bien évidemment, il faut communiquer, communiquer, communiquer. Donc, aujourd'hui, l'intérêt, c'est qu'on a des personnes qui viennent dans les coopératives d'habitants, qui ne connaissent pas le mouvement coopératif, qui découvrent en fait tout ce monde de l'économie sociale et solidaire. Et on en est ravis parce que ce sont des outils qui permettent vraiment d'avoir une réflexion ensemble, de redévelopper la notion du vivre ensemble, hein, qui est aujourd'hui beaucoup évoquée, mais le vivre ensemble de tous les jours, de prendre des décisions, de savoir réapprendre aussi à vivre ensemble et à s'insérer dans la société davantage, hein, reprendre la parole aussi. Cette notion de citoyenneté, elle est travaillée à travers les coopératives d'habitants, puisque les personnes sont tenues, en tant qu'associées, de prendre des décisions. Et donc, elles sont tenues de comprendre les enjeux, voilà, toute cette réflexion qui les amène à se réinsérer dans la société. Donc, ce sont aussi des outils qui permettent d'avoir de vraies cités dans le sens grec, bien sûr. Et Madame Morel, rappelez-nous, parce que
c'est très inspirant, je trouve, cette notion de surface, en tout cas cette approche de l'espace, de la surface, Oui. entre différents coopérateurs, avec ces espaces partagés. Qu'est-ce qu'ils partagent? Expliquez-nous un peu leur vision, parce que c'est assez novateur. Nous qui restons un peu entre nos quatre murs, à travers nos propriétés privées, là, c'est une approche quand même assez pertinente au regard de l'utilisation qu'on fait d'espace au quotidien. Alors effectivement, hein, donc nous au niveau de Capabilita Coopérative, mais dans tous les projets, hein, lorsqu'on débute avec un collectif, très rapidement, la notion de l'écologie apparaît. Et ça, je dirais, c'est un fondement. Les personnes qui viennent pour s'insérer, s'inscrire dans ces projets ont une vraie recherche de bâtiments écologiques, donc que ce soit en termes de matériaux, en termes de fonctionnement d'énergie. Et cette réflexion, on va les amener à la pousser en se demandant réellement de quoi chacun a besoin. Voilà. Donc les personnes vont se dire, bah, moi, à titre individuel, j'ai besoin de tel type d'espace pour avoir tel usage. On part des usages pour arriver aux espaces. On sort en fait du T2, T3, T4, T5 classique pour avoir cette réflexion. Et les personnes comprennent très vite en fait que en ayant cette réflexion, ça permet de réfléchir aussi aux usages que l'on va partager. Donc, que l'on va partager avec nos voisins, qui vont être simplement des usages de partage temporaire, par exemple les chambres d'amis. On va avoir besoin d'une chambre d'amis à un moment, on n'en aura pas besoin le lendemain, etc. Mais aussi des usages de tous les jours. Donc, on va avoir une salle commune qui va être partagée avec une cuisine équipée, par exemple, des ateliers de bricolage, une salle de répétition de musique. On va voir le jardin potager, des lieux où chacun va pouvoir à la fois vivre quelque chose qui lui fait plaisir, mais le vivre aussi avec ses voisins. Et on l'a vu aussi au moment du Covid, par exemple, les coopérateurs ont très bien vécu dans les coopératives, puisque en fait, ils étaient enfermés dans l'immeuble, voire dans le jardin. Donc, ils n'ont pas du tout eu un sentiment d'isolement. Ils étaient complètement avec les autres, comme d'habitude, à aller jardiner, etc. Bon, donc, c'est aussi ça. C'est une démarche de mutualisation, de solidarité, bien évidemment. Et donc, pour terminer sur ces espaces communs, l'intérêt, c'est que les personnes se disent on va aussi dans le sens de la sobriété en mètre carré. Donc, sobriété en mètre carré, sobriété en énergie. On est vraiment dans la volonté de diminuer l'impact de chacun sur notre environnement aujourd'hui. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Ah, il y avait aussi l'exemple de la laverie. C'est vrai que la machine à laver, elle ne tourne pas toute la journée. Donc, si on la partage avec ses voisins, ou avec ses voisins, ça se tient. Tout à fait. Voilà, donc avec Credo Learning, on vous propose eh bien, d'être partie prenante, vous l'avez compris, de ce beau projet à travers donc, le fait d'être actionnaire de cette foncière Terre Habitée, donc tout simplement à travers Credo Learning, eh bien, de réaliser le parcours de souscription de une ou plusieurs actions pour eh bien, devenir actionnaire et devenir donc ambassadeur de ces habitats bien communs. Cette action donne droit à une réduction d'impôt qui n'est pas rien, puisque nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Il y a un agrément qui a été apporté à la foncière, l'agrément ESUS, et qui vous permet de réduire votre impôt de 25% du montant souscrit. Donc, c'est pas rien. Vous investissez 10 000 euros, vous avez 2 500 euros de réduction d'impôt l'année qui suit votre investissement. Donc ça, c'est, on va dire, une première vertu financière très concrète. Et puis, en tant qu'actionnaire, évidemment, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le droit financier. Donc, vous avez la possibilité de revendre par la suite votre part, votre action, à la revalorisation qui sera proposée. Et puis, il y aura substantiellement un dividende à terme régulier, voilà, qui sera limité, mais qui sera là quand même, qui pourra vous apporter un revenu. Alors, Madame Morel, il y a évidemment une question que chaque investisseur se pose. C'est, il sait ce qu'il achète, mais entre guillemets, il ne sait pas ce qu'il vend, ou en tout cas comment il vend. Alors, qui va racheter ces titres, ces actions dans 5, 6, 7, 8 ans, quand il va souhaiter en sortir, s'il le souhaite, évidemment?
Donc effectivement, quand on a réfléchi sur le modèle économique de Terre Habitée, il était essentiel pour nous de pouvoir assurer les investisseurs sur cette question. Et donc, la coopérative, en fait, il y a trois axes principaux sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer. Donc, Terre Habitée perçoit des loyers, hein, comme on l'a exposé tout à l'heure. Donc, ces loyers vont bien sûr permettre en partie de financer le fonctionnement de Terre Habitée, mais aussi de rembourser les investisseurs, donc par des rachats d'actions, de parts. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que nous travaillons aussi au refinancement des fonciers acquis par des prêts. Alors des prêts bancaires et ceux que l'on vise sont des prêts qui sont proposés par la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'on appelle des prêts Gaïa, qui répondent complètement en fait à notre objectif, puisqu'ils sont octroyés à des sociétés qui achètent du foncier pour les proposer en baux emphytéotiques. Donc, on est vraiment complètement dans l'axe. Et l'intérêt, c'est que ces prêts sont d'une durée de 80 ans. Donc, pour Terre Habitée, c'est quelque chose qui est important en termes de vision. Après, bien sûr, on peut imaginer d'avoir des prêts aussi de plus court terme auprès de partenaires bancaires avec lesquels nous travaillons. Et puis, la troisième donc, possibilité, eh bien, c'est aussi simplement que dans 5 ans, on imagine, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, hein, comme par exemple sur Terre de Liens en termes de foncière, eh bien, les investisseurs institutionnels qui attendent cette période de 5 années pour être rassurés et pour ensuite souscrire donc, des actions de la société. Donc, ça permettra derrière de rembourser les parts et les actions des personnes. Oui, puisqu'en effet, ces investisseurs institutionnels, ils ne viennent pas pour 10 000 euros, ils viennent pour des montants quand même assez importants. Et donc, ça permet d'assurer, d'une part, le développement, le déploiement de la foncière Terre Habitée, et puis aussi, évidemment, le rachat des titres de ceux qui sont arrivés dans les premiers, notamment. Et le fait de détenir l'agrément ISUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, donc c'est aussi un élément important pour ces investisseurs puisque ça leur permet bien, de montrer comment ils soutiennent, comment ils ont un impact aujourd'hui favorable au développement de la société. Très bien. Bon, bah, écoutez, et puis c'est une question, ce qui nous plaît aussi, c'est une question qui est au cœur aussi de votre raisonnement, de toute l'équipe de Terre Habitée Gestion. Et ça, c'est important pour l'avenir et pour l'ensemble des parties prenantes ou de l'ensemble des investisseurs qui vont vous rejoindre dans ce beau projet. Et donc, le prix de la part est à 500 euros. Et donc, le prix de l'action est à 500 euros. Donc, voilà, tous les 500 euros, vous avez une action. Le montant minimum pour investir dans ce projet est de une action, c'est-à-dire 500 euros. Voilà, l'objectif, c'est d'arriver à 750 000 euros d'ici la fin du mois de décembre pour pouvoir justement acquérir le foncier de la coopérative d'habitants Shabada, qui sera la première locataire de cette foncière. Donc, on sera ravis de pouvoir permettre à cette coopérative d'habitants de poursuivre son projet. Puis, vous voyez ce qu'on appelle un deal flow, un portefeuille d'acquisition future qui est quand même extrêmement fourni. Donc, les moyens sont en besoin. Donc, on compte vraiment sur nous tous pour pouvoir arriver et lancer, comme il se doit, cette super belle initiative que, chère Madame Morel, vous portez. Voilà. Donc, merci à tous. Évidemment, je suis à votre disposition par mail, par téléphone pour vous accompagner dans l'ensemble de vos questions ou dans cette souscription. Vous pouvez compter sur Trade Learning et toutes les équipes. On est totalement mobilisés. Madame Morel, je vous laisse le mot de la fin, évidemment, en cette veille de belle période, puisqu'on rentre dans l'avant. C'est une période de joie. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, merci déjà d'avoir suivi jusqu'au bout cette présentation de Terre Habitée. Donc, vous l'avez compris, c'est une société pour et par les habitants. Voilà, donc on compte sur vous pour soutenir Shabada et soutenir les futurs projets qui arriveront ensuite. Et encore un grand merci à Credo Funding et Monsieur Vieillefaux, ici présent, pour son amabilité, son accueil et sa bienveillance. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Madame Morel, et bonne journée à tous. À bientôt.